Je n'aurais jamais pensé que le moment qui briserait ma vie arriverait alors que j'étais allongé sur une table d'opération, à mi-chemin entre la conscience et l'oubli. Les lumières du bloc opératoire au 7 de l'hôpital général du Massachusetts se brouillaient en halo au-dessus de moi, leur éclat stérile me faisant pleurer. J'avais programmé cette chirurgie du kyste ovarien pour la mi-septembre, la calant parfaitement entre les réunions du conseil d'administration chez Pharmaceuticals. Tout devait être routine, juste une simple procédure laparoscopique. Le docteur Richard Donovan m'avait assuré 3 semaines plus tôt, son sourire confiant parfaitement calibré, « Vous serez chez vous demain après-midi. » À 55 ans, j'avais appris à faire confiance à mes instincts concernant les gens. Donovan avait des références impeccables, Harvard Med, 15 ans au Mass Général. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont ses yeux ne croisaient jamais vraiment les miens que j'avais mis de côté. Pourtant, j'avais besoin de l'opération, et je n'allais pas laisser un problème médical gérable interférer avec l'entreprise que j'avais passé 3 décennies à bâtir. L'anesthésiste, le docteur Ramirez, avait expliqué qu'ils utiliseraient une sédation crépusculaire. Vous serez semi-consciente. Vous pourriez entendre des voix, ressentir une certaine pression, mais pas de douleur. La plupart des patients ne se souviennent de rien après. La plupart des patients, j'ai senti le médicament m'entraîner dans cette étrange sensation de flottement, comme être enveloppé dans de l'eau chaude. Les sons autour de moi ou les bips réguliers des moniteurs, les murmures calmes ont commencé à s'estomper dans une distance confortable. Puis je l'ai entendu. La voix de Donovan, basse et urgente, plus proche qu'elle n'aurait dû l'être. À travers le brouillard de la sédation, ces mots ont traversé avec une clarté étonnante, « Dites-lui que j'ai l'enveloppe. Tout est en place. » Mon esprit a essayé de s'accrocher à ces mots. Elle. Qui était, elle, quelle enveloppe? C'était un bloc opératoire. Qu'est-ce qui pouvait bien devoir être en place, à part les instruments chirurgicaux? J'ai essayé d'ouvrir les yeux, j'ai essayé de demander ce qu'il voulait dire, mais mon corps n'obéissait pas. Le médicament gagnait, me tirant vers le bas. Une voix de femme a répondu. Pas une des infirmières, quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas pu distinguer les mots avant que tout ne devienne noir. Quand j'ai refait surface, le monde est revenu par morceaux. Des bips doux, une odeur antiseptique, une couverture chaude. Ma bouche avait un goût de coton et mon abdomen me faisait mal d'une douleur sourde. Madame, vous êtes en salle de réveil. Une jeune infirmière en tenue bleu marine me sourit. Son badge indiquait « Jennifer Payne, INF ». L'opération s'est déroulée parfaitement. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était trop sèche. Elle m'a tendu des copeaux de glace aux lèvres. La salle de réveil était petite, divisée par des rideaux, avec une étroite fenêtre donnant sur un couloir. « Reposez-vous », dit-elle doucement. « Je serai juste là si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Mes yeux se sont fermés. Avais-je rêvé ces mots? La sédation crépusculaire pouvait provoquer des perceptions étranges. Peut-être avais-je mélangé des conversations de couloir avec des rêves. Mais alors j'ai entendu des pas à l'extérieur de cette fenêtre. J'ai tourné la tête, louchant à travers la lumière. À travers la petite vitre rectangulaire, j'avais une vue claire sur le couloir. 2 silhouettes se tenaient là, à environ 3 mètres. Le docteur Donovan, toujours en tenue de bloc, son masque baissé, et une femme aux cheveux blonds miel dans un coûteux manteau de chameau que j'ai reconnu parce que je le lui avais acheté à Noël dernier. Mon cœur a commencé à s'emballer. Les moniteurs ont accéléré leur bip. J'ai regardé Donovan fouiller dans sa veste et en sortir une enveloppe blanche. Pas un dossier médical, pas une ordonnance, une simple enveloppe commerciale blanche. La femme l'a prise, ses doigts se refermant dessus d'un mouvement rapide et habitué. Elle a jeté un coup d'œil, puis a levé les yeux vers Donovan, disant quelque chose que je ne pouvais pas entendre à travers la vitre. Il a répondu, sa main montant pour toucher son épaule. Ce n'était pas un toucher de médecin. C'était familier, intime. Elle s'est légèrement tournée, glissant l'enveloppe dans son sac à main. Les lumières du couloir ont éclairé son visage de plein fouet. Ma fille, Olivia. Les moniteurs ont hurlé alors que mon rythme cardiaque montait en flèche. L'infirmière Jennifer est revenue en courant. Madame, avez-vous mal? Mais je n'ai pas pu répondre. Je ne pouvais que fixer cette fenêtre, cet espace où ma fille se tenait quelques secondes auparavant, maintenant vide, à l'exception des lumières fluorescentes et des murs blancs stériles. Dites-lui que j'ai l'enveloppe. Elle.
Ma fille de 30 ans qui gérait les opérations financières de mon entreprise. Ma fille que j'avais élevée seule après le décès d'Édouard il y a 6 ans. Ma fille qui était censée être en réunion du conseil d'administration en centre-ville. Ma fille, qui venait de recevoir une enveloppe mystérieuse de mon chirurgien alors que j'étais en convalescence après une intervention qui m'avait mise complètement à sa merci. Le médicament brouillait encore mes pensées, mais une chose transperçait avec la clarté d'un diamant. Quelque chose n'allait pas du tout. J'ai forcé ma respiration à rester lente, même au point de simuler le sommeil. À travers mes paupières à moitié closes, j'ai observé le couloir au-delà de l'étroite fenêtre de la salle de réveil. Le médicament émoussait encore mes sens, mais l'adrénaline brûlait à travers le brouillard. L'infirmière Jennifer était partie s'occuper d'un autre patient. Les moniteurs émettaient leur rythme régulier. Pour quiconque jetait un coup d'œil, j'étais juste une autre patiente post-opératoire flottant entre le repos et l'éveil, mais j'étais maintenant complètement réveillé. Olivia se tenait dans ce couloir avec le docteur Donovan, l'enveloppe blanche maintenant rangée dans son sac à main en cuir bordeaux, le Valentino que je lui avais offert en avril dernier. Même à cette distance, je pouvais voir sa posture. Pas celle d'une fille inquiète prenant des nouvelles du chirurgien de sa mère. C'était l'attitude qu'elle adoptait dans les salles de conseil de E-Pharmaceuticals, celle qui disait qu'elle était en contrôle. Donovan a dit quelque chose, gesticulant avec ses mains. Olivia a légèrement incliné la tête, puis elle a souri. Ce n'était pas le sourire chaleureux qu'elle me donnait lors du brunch du dimanche à Beacon Hill. Ce sourire était froid, calculé, le genre d'expression que je l'avais vue utiliser lorsqu'elle concluait des affaires difficiles juste avant d'obtenir exactement ce qu'elle voulait. Mon estomac s'est serré, et cela n'avait rien à voir avec les incisions dans mon abdomen. La main de Donovan s'est posée sur son épaule, les doigts y restant juste un instant de trop. Elle ne s'est pas éloignée. Son langage corporel parlait de familiarité. Quand ma fille et mon chirurgien étaient-ils devenus à l'aise l'un avec l'autre? J'avais rencontré Donovan 6 semaines auparavant lors de ma première consultation. Olivia n'était pas là. Elle avait été en réunion toute la journée, avait-elle dit. Se connaissait-il déjà à l'époque? Un souvenir est apparu, vif malgré l'anesthésie persistante. 2 semaines auparavant, fin août, Olivia m'avait dit qu'elle s'envolait pour Denver pour une conférence pharmaceutique réglementation de la FDA, délai de production, le Ouest et le centre-ville. 3 jours de panel qu'elle ne pouvait pas manquer. Mais je l'avais vue. Je déjeunais chez Sancy sur Newberry Street, et à travers les fenêtres du restaurant, j'avais vu ma fille passer avec un homme que je ne pouvais pas voir clairement. Il riait, sa main sur son bras. J'avais presque appelé, mais quelque chose m'avait arrêté. La façon dont elle avait jeté un coup d'œil autour d'elle avant de se faufiler dans un café, le mouvement rapide et furtif de quelqu'un qui ne voulait pas être vu. Je m'étais convaincu que je m'étais trompé. Boston était petite. Beaucoup de femmes blondes marchaient dans Back Bay. Olivia était à Denver. Elle m'avait envoyé des photos, des badges de conférences, des vues de chambres d'hôtel, toute la mise en scène. Sauf que maintenant, la voyant accepter une enveloppe de mon chirurgien avec une aisance habituelle, je savais qu'elle avait menti. Donovan a reculé. La distance professionnelle rétablie. Olivia a vérifié son téléphone, l'air occupé, l'air normal, et s'est dirigée vers les ascenseurs. J'ai retenu mon souffle. Elle s'est arrêtée, vérifiant son reflet dans un chariot de fournitures polies, lissant ses cheveux. Pendant un terrible instant, j'ai cru qu'elle pourrait regarder vers la salle de réveil. Puis elle est partie, ses talons claquant sur le lino jusqu'à ce que le son s'estompe complètement. Madame est... J'ai presque sursauté. L'infirmière Jennifer était revenue, le visage plissé d'inquiétude. Votre rythme cardiaque a de nouveau grimpé en flèche. Vous vous sentez anxieuse. Je vais bien, ai-je réussi, la voix encore rauque. Juste des rêves étranges, les médicaments. Elle a hoché la tête avec sympathie, vérifiant ma ligne 4. Le docteur Donovan passera dans environ 1 heure pour vos instructions post-opératoires. Le docteur Donovan, l'homme qui venait de donner une enveloppe à ma fille comme s'ils étaient des co-conspirateurs. En fait, ai-je dit avec précaution, ma fille, Olivia, est-elle venue? L'expression de Jennifer s'est éclaircie. Oh, oui. Elle était ici juste après que vous soyez entré au bloc. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle devait courir à une réunion, mais qu'elle vous appellerait ce soir. Une fille si dévouée. Elle semblait si inquiète.
Inquiète? Oui. Merci, ai-je murmuré. Jennifer a ajusté ma couverture et s'est éloignée, me laissant seul avec le bip régulier des moniteurs. J'ai fixé ce couloir vide. Ma fille, que j'avais élevée seule après la crise cardiaque d'Edouard il y a 6 ans, que j'avais formée pour prendre la relève en tant que directrice financière de Pharmaceuticals, à qui j'avais confié l'avenir financier de tout ce que j'avais construit. Venait de mentir à une infirmière sur l'endroit où elle se trouvait, avait accepté une enveloppe mystérieuse de mon chirurgien, avait été à Boston alors qu'elle m'avait dit qu'elle était à Denver. Le médicament s'estompait, la clarté revenant à chaque minute qui passait. Pourquoi Olivia rencontrait-elle secrètement le docteur Donovan? Qui avait-il dans cette enveloppe? Et pourquoi ai-je soudainement eu l'impression d'être la seule personne à ne pas savoir ce qui se passait réellement dans ma propre vie? 2 jours après l'opération, j'étais assise sur une vieille chaise en cuir, regardant la lumière du soleil de septembre filtrée à travers des stores vénitiens poussiéreux. Le bureau d'enquête privé de Howard Campbell occupait le 3e étage d'un immeuble en briques dans le centre-ville. Le même bureau en chêne usé dont je me souvenais d'il y a des années. Le même diplôme de Harvard au mur. Promotion de 1991, l'année de notre diplôme à tous les deux. Howard se pencha en arrière sur sa chaise, m'observant avec l'attention méticuleuse qu'il avait utilisée pendant notre cours de preuve il y a 33 ans. À l'époque, il avait prévu de devenir procureur. La vie l'avait emmené dans une direction différente, mais il avait gardé l'instinct du procureur pour trouver les failles dans les histoires des gens. « Vous avez l'air fatigué, dit-il. J'ai été opéré il y a 48 heures. Et vous êtes ici au lieu de vous reposer. » Ses sourcils se haussèrent. Ça doit être sérieux. Je l'avais appelé hier, gardant ma voix basse, même si j'étais seul dans la maison. Certaines conversations semblaient dangereuses même quand personne n'écoutait. J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelque chose, dis-je doucement. Howard prit un stylo, tira un bloc-notes jaune vers lui. J'écoute. Je lui ai tout raconté. Les mots que j'avais entendus sous sédatif, voyant Olivia accepter l'enveloppe du docteur Donovan à travers la fenêtre de la salle de réveil. La conférence de Denver qui n'avait pas eu lieu. Le stylo de Howard se déplaçait régulièrement, mais son expression ne changeait pas. L'un de ses dons, il n'avait jamais l'air choqué, ne vous faisait jamais sentir stupide pour vos soupçons. Quand j'eus fini, il posa le stylo. Vous êtes sûr que c'était Olivia? Je connais ma propre fille. Et vous ne l'avez pas confrontée? Pas encore. Je me tortillai sur la chaise, mon abdomen encore douloureux. Si je me trompe, j'aurais endommagé notre relation pour rien. Mais si j'ai raison, je ne pus terminer la phrase. Howard hocha lentement la tête. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe? Je veux savoir pourquoi mon chirurgien donne des enveloppes secrètes à ma directrice financière. Pourquoi elle a menti à propos de Denver? Je pris une inspiration. Je veux savoir si je perds la tête ou si quelque chose ne va vraiment pas. Vous ne perdez pas la tête. Il tira son ordinateur portable vers lui. Olivia a toujours l'autorité de signature sur les comptes de l'entreprise. Elle est directrice financière. Elle a accès à tout sauf à mes avoirs personnels. Quand a-t-elle pris ce poste? Il y a 3 ans. Je l'ai promu moi-même. Elle l'a mérité. L'expression de Howard resta neutre. 30 ans d'amitié signifiaient que nous n'avions pas toujours besoin de mots. Il tapa en silence pendant plusieurs minutes, puis il s'arrêta, se penchant en avant. Caroline, quand avez-vous personnellement examiné les transactions brutes de l'entreprise pour la dernière fois? Je reçois des rapports mensuels. Olivia les prépare. Regardez ça. Il tourna l'ordinateur portable vers moi. Sur l'écran se trouvaient des relevés bancaires. Le compte d'exploitation principal de Pharmaceuticals. 2 lignes surlignées en jaune. 18 juin 2024. Retrait d'espèces $15 000. 23 août 2024. Retrait d'espèces $12 800. Des retraits d'espèces. Je fixais. Nous ne faisons pas de transactions en espèces. Tout passe par des cartes d'entreprise pour la piste d'audit. Exactement. Howard retira l'ordinateur portable. Les 2 retraits ont été autorisés avec les identifiants d'Olivia. Les 2 traités à la même agence à Back Bay. Il marqua une pause. L'agence a 2 pâtés de maison du café où vous l'avez vu en août.
La pièce me parut soudain plus petite. Cela ne prouve rien. Cela ne prouve rien du tout pour l'instant. Howard acquiesça. Mais il est pertinent de se demander pourquoi votre directrice financière retire de grosses sommes d'argent sans explication, surtout des montants inférieurs au seuil de déclaration de l'IRS. 15 000 $. Le seuil fédéral pour les rapports de transactions en espèces était de 10 000 $. 12 800 $ était aussi sûrement en dessous de cette limite. Quelqu'un qui connaissait les réglementations financières saurait exactement combien retirer sans déclencher de signaux d'alerte. Quelqu'un comme ma fille. Il pourrait y avoir des raisons légitimes, dis-je, entendant la faiblesse dans ma propre voix. Il pourrait y en avoir. Howard referma l'ordinateur portable, mais combiné à des réunions secrètes et des enveloppes mystérieuses, il prit son stylo. Caroline, mon travail est de trouver la vérité, et en ce moment, la vérité vous échappe. Je suis restée assise, les mains serrées sur mes genoux, sentant les points de suture tirés. Que dois-je faire? Laissez-moi enquêter. Dr Donovan, d'abord son historique financier. Des signaux d'alerte? Ensuite les mouvements d'Olivia au cours des derniers mois. Il se leva, contourna le bureau, posa une main sur mon épaule, le même geste rassurant qu'il avait utilisé 6 ans auparavant quand Edward était décédé. Je serai discret. S'il n'y a rien, vous aurez la tranquillité d'esprit. Il marqua une pause. Caroline, si votre fille est impliquée avec votre chirurgien, nous devons savoir pourquoi. Je commencerai la surveillance demain. L'email crypté est arrivé le jeudi soir alors que j'étais assise à ma table de cuisine à Beacon Hill, feignant de relire les rapports trimestriels. Objet, colis prêt à être récupéré. Le code de Howard pour « J'ai quelque chose que vous devez voir ». J'ai entré le mot de passe de décryptage, le nom de jeune fille de ma mère, à l'envers. Le fichier s'est ouvert sur des dizaines de photographies. La première montrait Olivia entrant dans le hall de Millennium Towers, le gratte-ciel étincelant de Boston au centre-ville. Des lunettes de soleil surdimensionnées cachaient la moitié de son visage, mais je reconnaissais le trench coat Burberry. Horodatage, 15 septembre 2024, 19h43. Image suivante, jour différent, 17 septembre 2024, 20h15. Elle portait sa pochette en cuir pour documents confidentiels. La troisième photo me retourna l'estomac. 19 septembre 2024, 18h52. Olivia se tenait dans le même hall, mais cette fois, le docteur Donovan était avec elle. Sa main reposait sur le bas de son dos alors qu'il marchait vers les ascenseurs. Le geste était décontracté, familier. 3 visites en 5 jours. Mon téléphone a vibré. Howard, vous avez reçu les photos? Je suis en train de les regarder. J'ai forcé ma respiration à rester régulière. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Au moins 3 mois, selon le registre de sécurité du bâtiment. Des papiers froissèrent, mais les photos ne sont qu'un début. J'ai fermé les yeux un instant. Allez-y. Le docteur Richard Donovan a acheté son Pentouse en janvier 2019. Unité 4207, 1,2 million de $. Il marqua une pause. La compte était de 350 000 $ en espèces. Son salaire au Mass Général est de 285 000 $ par an. J'ai fait le calcul automatiquement. Un chirurgien gagnant 285 000 $ ne pouvait pas économiser 350 000 $ en espèces tout en maintenant le style de vie de Donovan, costume coûteux, voiture de luxe, adhésion à un club de golf. D'où venait l'argent? J'essaie toujours de le savoir. Ces relevés bancaires montrent un schéma de dépôt en espèces sur 6 ans. 7 000 $ ici, 12 000 $ là, toujours moins de 10 000 $. Le seuil de déclaration de l'IRS, les dépôts de plus de 10 000 $ déclenchent un examen automatique. Rester en dessous de cette limite était une structuration classique. Quelqu'un qui connaît les réglementations financières, dis-je doucement. Exactement. Le clavier de Howard cliqua. Il y a plus. Avant le Mass Général, il a travaillé à l'hôpital universitaire Emory à Atlanta de 2008 à 2016. Parti dans des circonstances qu'ils ne veulent pas discuter, mais j'ai trouvé des dossiers de litige scellés, négligence médicale, falsification de dossiers de patients. La cuisine me parut plus froide. Il a été poursuivi, a réglé confidentiellement début 2016. 6 mois plus tard, il a commencé au Mass Général avec des recommandations élogieuses.
Le ton de Howard s'est durci. Quelqu'un a enterré cette affaire. Caroline, quelqu'un avec de l'influence ou de l'argent. Je fixai la photo d'Olivia et de Donovan, sa main sur son dos. Quand l'avait-elle rencontré? Avant mon opération. Avant qu'elle ne me recommande de programmer l'intervention. A-t-il perdu sa licence? Non. Le conseil médical l'a blanchi aux preuves insuffisantes mais il a démissionné d'Emory quand même. Des papiers froissèrent. L'affaire d'Atlanta est profondément enterrée. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui était là. Qui? Son ex-femme, Diane Fletcher. Ils ont divorcé en 2016, juste après le procès. Elle vit toujours à Atlanta. La voix de Howard s'est adoucie. Je pense que vous devriez lui parler. Si quelqu'un sait de quoi Donovan est capable, c'est la femme qui était mariée à lui quand tout a mal tourné. J'ai regardé l'écran de mon ordinateur portable, le visage de ma fille derrière des lunettes de soleil, l'homme dont la main reposait sur son dos. 3 visites en 5 jours. Dépôt en espèces structurées, un scandale enterré, une ex-femme avec des réponses. Réservez-moi un vol, dis-je. Demain si possible. Déjà fait. Vous partez de Logan à 6 heures du matin, atterrissez à Atlanta à 9h30. Il hésita. Caroline, quoi que vous trouviez. J'ai besoin de savoir, Howard. J'ai besoin de savoir dans quoi ma fille s'est fourrée, ou ce qu'elle a planifié. La pensée est venue sans être sollicitée, et je n'ai pas pu la repousser. J'ai raccroché et j'ai regardé ses photographies pendant une autre heure, étudiant le langage corporel d'Olivia. L'intimité décontractée, le schéma qui parlait de routine plutôt que d'accident. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Olivia, maman. Désolé, j'ai été absente. Semaine de folie au travail, dîner dimanche. Je t'aime. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable, éteint les lumières de la cuisine et suis monté faire mes valises pour Atlanta. Le vol Delta pour Atlanta a quitté Logan à 6 heures du matin, grimpant à travers les nuages bas au-dessus du Massachusetts. J'avais dit à Jordan que je m'envolais vers le sud pour des réunions clients, un distributeur pharmaceutique étant dans notre partenariat. Il m'avait répondu par un pouce levé et bonne chance, maman. Le mensonge pesait lourd dans ma poitrine, mais je ne pouvais pas lui dire la vérité. Pas encore. J'avais choisi un siège près de la fenêtre, vers l'arrière, espérant que mes yeux fermés décourageraient toute conversation. Les incisions de l'opération tiraient encore quand je bougeais, un rappel. Je devais me reposer, pas voler vers le sud à la recherche de réponses. Mon téléphone a vibré alors que nous atteignions l'altitude de croisière. Howard, vous êtes matinal, ai-je dit doucement. J'ai passé la nuit debout, sa voix était rauque. Caroline, j'ai trouvé le dossier de l'affaire Atlanta. Vous devez entendre ça avant d'atterrir. J'ai pressé le téléphone plus près, consciente de l'homme d'affaires endormi de l'autre côté de l'allée. Allez-y, en 2015, le docteur Richard Donovan était chef d'oncologie gynécologique à l'hôpital universitaire Emory. Une patiente est arrivée avec un kyste ovarien bénin, routine, exactement comme le vôtre. Des papiers froissèrent. Son nom était Margaret Harrison, 50 ans, cadre commercial, mariée, 2 enfants à l'université. Mon estomac se serra. Donovan a effectué la biopsie initiale. La pathologie est revenue propre, aucune anomalie. Mais quand Madame Harrison est venue pour son suivi, Donovan lui a dit que les résultats montraient un cancer de l'ovaire de stade 3. Chirurgie agressive immédiate requise, suivie d'une chimiothérapie. J'ai regardé les nuages en dessous. Vous venez de dire que la pathologie était propre. Le rapport original était propre, mais le rapport que Donovan lui a montré, celui qu'il a entré dans son dossier, montrait des cellules malignes, stade avancé. La voix de Howard est devenue plate. Il l'a falsifié. Il a modifié les résultats de la pathologie et a convaincu une femme en bonne santé qu'elle faisait face à une situation de fin de vie. La cabine me parut sans air. Pourquoi ferait-il ça? L'argent. Fraude à l'assurance. Les chirurgies inutiles sont facturées plus cher. Les scanners de suivi de chimiothérapie. Les consultations. Ça s'additionne. Son clavier cliqua. Madame Harrison a subi une hystérectomie complète. 6 mois de chimio. Elle a perdu ses cheveux. Son travail a failli perdre son mariage. J'ai fermé les yeux,
sentant la vibration de l'avion. Comment l'ont-ils découvert? Son oncologue est devenu méfiant. La chimio ne fonctionnait pas parce qu'il n'y avait rien à traiter. Il a demandé les lames de biopsie originales, les a fait examiner de manière indépendante, complètement bénigne. La falsification était évidente, et Donovan a tout nié, a prétendu une erreur de bureau, un mélange, mais les preuves étaient claires. Howard marqua une pause. La famille de Madame Harrison a porté plainte. Règlement début 2016, 750 000 $. Emory a demandé à Donovan de démissionner. Le conseil médical a enquêté mais n'a pas pu prouver l'intention de frauder, alors il a gardé sa licence. 750 000 $. Le même montant que les dépôts suspects que Howard avait tracés. Qu'est-il arrivé à Madame Harrison? Le silence dura 3 battements de cœur de trop. Elle s'est suicidée en août 2016, 6 mois après le règlement. Sa voix était douce. Les documents du procès incluent la déclaration de sa thérapeute. Elle n'a pas pu se remettre de la violation de confiance, du traumatisme inutile. C'est assez. Ma voix est sortie sèche. Je comprends. Caroline, vous devez vérifier vos propres dossiers chirurgicaux. Si Donovan a déjà fait ça, je sais. Je regarderai quand je serai de retour à Boston. Soyez prudente à Atlanta. La voix du commandant de bord grésilla au-dessus. Hôtesse de l'air, préparez-vous à l'atterrissage. Par la fenêtre, les nuages s'étaient dissipés. En dessous, Atlanta s'étalait sous le soleil du matin. L'Interstate 85 déjà bondé de circulation. Quelque part là-bas, Diane Fletcher attendait de m'en dire plus sur l'homme qui avait eu les mains à l'intérieur de mon corps pendant que j'étais inconsciente. L'homme que ma fille visitait 3 fois par semaine. J'ai mis fin à l'appel et j'ai fixé mon reflet dans la fenêtre. Margaret Harrison, 50 ans, comme moi, cadre commercial, une intervention ovarienne de routine. Si Donovan lui avait fait ça, falsifié ses dossiers, lui avait fait subir un traitement inutile qui l'avait finalement poussé à se suicider, qu'avait-il prévu de me faire? Et pourquoi ma fille était-elle impliquée? Aurora Coffey se trouvait dans une rue bordée d'arbres à Virginia Island, le genre de quartier d'Atlanta qui me rappelait Cambridge, des bungalows rénovés, des librairies indépendantes, le calme du dimanche après-midi. Diane Fletcher m'attendait déjà à une table de coin, dos au mur. Elle paraissait plus jeune que ses 47 ans, mais ses yeux avaient la qualité lasse de quelqu'un qui avait appris à ne pas faire confiance facilement. « Madame est » dit-elle en se levant pour me serrer la main d'une poigne ferme. « Merci d'être venu. Merci de me rencontrer. » Je m'assis, notant le dossier en papier craft et la petite clé USB noire entre nous. « Howard a dit que vous pourriez m'aider à comprendre ce qui se passe. » Elle m'observa, puis prit son café, noir, sans sucre. « Qu'est-ce que Howard vous a dit de mon mariage avec Richard? Que vous avez été marié de 2008 à 2016. Divorcé après le procès de Margaret Harrison. » Au nom de Margaret, quelque chose a traversé son visage. Le procès a été la goutte d'eau, mais le problème a commencé bien avant. Elle se pencha en arrière. Richard est contrôlant, méticuleux. Tout doit être exactement comme il le veut. Quand je l'ai rencontré, je pensais qu'il était juste soucieux du détail. Mais c'était plus que ça. Elle prit une gorgée de café. Il tient des journaux, des registres détaillés de tout, conversations perçues, petits affronts, personnes qui l'ont lésé. Des heures à écrire dedans, planifiant comment répondre à quiconque le défiait. Ses doigts se crispèrent autour de la tasse. Quand l'affaire Margaret Harrison a éclaté, j'ai trouvé des journaux remontant à des années. Des plans pour gérer l'enquête, manipuler le récit, qui blâmait. Ma gorge me parut sèche. Saviez-vous ce qu'il lui a fait? Pas avant qu'il ne soit trop tard. Il a gardé ça complètement séparé. Elle croisa mon regard. Mais quand j'ai découvert de quoi il était capable, je n'ai pas pu rester. J'ai demandé le divorce en mars 2016. Howard a dit qu'il y avait des conséquences. Un sourire amer. Richard ne pardonne jamais. 2 semaines après le divorce, quelqu'un a rayé ma voiture. Les caméras de sécurité mystérieusement en panne. 1 mois plus tard, les candidatures de ma fille à l'université ont été retardées dans 3 universités. Elle s'arrêta, se recomposa. De petites choses, intraçables, mais systématiques. Vous ne pouviez pas prouver que c'était lui. Non, c'est sa spécialité.
Le déni plausible. Elle poussa la clé USB vers moi. Ceci est tout ce que j'ai gardé. Des copies de ses journaux, celles que son avocat n'a pas scellées. Les dossiers de l'affaire Margaret Harrison. Des emails internes d'Emory montrant depuis combien de temps il connaissait ses irrégularités. Je fixai le petit appareil. Pourquoi me donner ça? Parce que Howard m'a parlé de votre fille. L'enveloppe, l'argent, les réunions secrètes. Sa voix s'est adoucie. Et parce que je connais Richard. S'il est impliqué avec votre fille, il a un plan. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Ce n'est jamais le cas. Il s'agit de contrôle. Obtenir ce qu'il veut et s'assurer que quiconque se met en travers de son chemin le regrette. Le café me parut trop chaud. Que pensez-vous qu'il veuille? Je ne sais pas, mais je connais ses schémas. Elle se pencha en avant. Quand quelqu'un contrarie Richard, il ne se contente pas de se mettre en colère. Il se venge méticuleusement, pendant des années si nécessaire. L'affaire Margaret Harrison. Oui, c'était une fraude à l'assurance, mais il s'agissait aussi de prouver qu'il pouvait manipuler un système entier et s'en tirer jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Exactement. Le procès, le règlement, la perte d'Emory, ce furent des humiliations. Ses yeux croisèrent les miens. Richard Donovan ne gère pas bien l'échec, et il a eu 6 ans pour planifier son prochain coup. 6 ans depuis la mort d'Edward, depuis qu'Olivia était devenue directrice financière, depuis que j'étais devenu l'unique propriétaire de E-Pharmaceuticals. Mes mains me parurent froides. Vous pensez qu'il m'a spécifiquement ciblé? Je pense que Richard ne fait rien par accident. Elle se leva, prenant son sac à main. Madame, je ne sais pas quel rôle votre fille joue. Peut-être est-elle une victime. Peut-être est-elle une participante. Mais je sais ceci, Richard ne pardonne jamais, et il a toujours un objectif final. Elle toucha la clé USB, un geste protecteur. Quoi que vous trouviez là-dessus, soyez prudente. Surveillez vos arrières. Puis elle partit, disparaissant dans l'après-midi d'Atlanta. Je suis resté assise pendant 20 minutes, fixant ce petit appareil noir avant que mon téléphone ne vibre. Notification Delta, mon vol de retour était retardé de 3 heures en raison de problèmes mécaniques. 3 heures de plus à Atlanta. 3 heures de plus avant de pouvoir rentrer chez moi et vérifier mes propres dossiers médicaux. 3 heures de plus pour me demander ce que Richard Donovan avait prévu pour moi et si ma propre fille l'avait aidé à le planifier. Le Delta Sky Club de Hartsfield-Jackson était à moitié vide lorsque je me suis installé dans un fauteuil d'angle, l'ordinateur portable posé sur mes genoux. 17 heures étaient passées. Le tableau des départs affichait 19h30 en lettres rouges. J'ai branché la clé USB de Diane. 3 dossiers sont apparus, documents de divorce, enquête Emory, journaux, 2012 à 2016. J'ai commencé par les journaux. Richard Donovan était méticuleux. Chaque entrée datée, horodatée, écrite en lettres capitales précises. J'ai fait défiler 2012, 2013, politique hospitalière, petites offenses perçues. Puis mars 2014, le système protège les incompétents. Les conseils médicaux, les comités d'éthique, tous conçus pour protéger la médiocrité et punir l'excellence. Si le système ne rend pas justice, je construirai la mienne. Mes mains étaient froides. En octobre 2014, les entrées ont changé. Initiales des patients, date de rendez-vous, code de procédure au pas de nom, trop prudent. Mais le schéma était clair. Il sélectionnait des cibles. Je suis passé au dossier enquête Emory. Des emails internes. Des administrateurs d'hôpital discutant des irrégularités dans les résultats du docteur Donovan. Un agent de conformité notant que 8 rapports de pathologie sur 3 ans avaient montré des divergences lorsqu'ils étaient examinés par des auditeurs externes. 8 patients qui avaient subi des procédures inutiles basées sur des résultats falsifiés. Margaret Harrison en avait été une. 7 autres dont Donovan avait altéré la vie pour le profit et une justice tordue. Le dernier email datait de janvier 2016. Règlement conclu avec la famille Harrison. Le docteur Donovan doit démissionner le 1er mars. Tous les documents d'enquête scellés conformément au conseil juridique. Emory l'avait enterré. Avait payé $750 000 et laissé Donovan partir avec sa licence. Le dossier et documents de divorce montraient la pétition de Diane datée du 15 mars 2016, 2 semaines après sa démission.
Allégation de comportement contrôlant, de manipulation émotionnelle, de représailles. Son avocat avait recommandé de ne pas spécifier les détails car l'équipe de Donovan contesterait agressivement. Elle s'en était sortie. Donovan a eu un nouveau départ à Boston au Mass General où il m'avait rencontré. Mon téléphone a vibré. Annonce d'embarquement. J'ai fermé l'ordinateur portable, mais ces mots sont restés avec moi à travers la porte d'embarquement, pendant les 2 heures de vol de retour à Boston. Je construirai ma propre justice. À quoi ressemblait la justice pour un homme qui avait falsifié 8 rapports? Nous avons atterri à Logan juste après minuit. J'ai pris un taxi pour rentrer chez moi, regardant les rues familières défiler, vides à 7 heures, les lumières des réverbères se reflétant sur la rivière Charles. Au moment où j'ai déverrouillé ma porte d'entrée à Beacon Hill, il était près de 1 heure du matin. La lumière de la cuisine était allumée. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte. Olivia était assise à l'îlot, une tasse de thé à la main, toujours vêtue de sa tenue de travail, chemisier en soie, pantalon sur mesure. Elle a levé les yeux et a souri. « Maman, tu as l'air épuisée. Comment s'est passé ton voyage ?» J'ai posé mon sac lentement. Elle n'était pas censée être ici. Elle avait son propre appartement dans le South End. Ça va. Ma voix semblait normale. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais une réunion tardive à proximité. J'ai pensé passer. Ton texto disait que tu serais de retour ce soir. Elle a siroté son thé, décontracté. J'étais inquiète que tu voyages si tôt après l'opération. Comment te sens-tu? Fatigué, mais la réunion client s'est bien passée. Quel client? La question était légère, conversationnelle, mais j'ai perçu la légère acuité en dessous. La façon dont ses yeux suivaient mes mouvements, elle vérifiait, s'assurant que mon histoire tenait la route. Patterson Medical Supply. Ils étendent leur réseau de distribution. Le mensonge est venu facilement. 3 décennies de négociations commerciales m'avaient appris à contrôler mon visage, ma voix. Olivia hocha la tête, satisfaite. C'est super. Tu devrais te reposer, cependant. Ordre du médecin. Les ordres du médecin de Richard Donovan, qui avait écrit 8 faux rapports de pathologie, qui gardait des journaux remplis de plans de vengeance, qui avait passé 6 ans à se reconstruire après Emory. J'ai regardé ma fille, ses cheveux blonds miel, ses vêtements coûteux, la façon décontractée dont elle était assise dans ma cuisine à 1 heure du matin et je me suis demandé ce qu'elle savait, ce qu'elle l'avait aidé à planifier. Tu as raison, dis-je doucement. Je devrais dormir un peu. Bonne nuit, maman. Elle sourit à nouveau, chaleureusement et sincèrement. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je montai les escaliers jusqu'à ma chambre, fermai la porte et m'assis sur le bord du lit, toujours entièrement vêtu. En bas, j'entendis Olivia rincer sa tasse, j'entendis le doux clic de la porte d'entrée alors qu'elle partait. Ce n'est qu'alors que je me suis permis de respirer. 4 jours après mon retour d'Atlanta, Howard m'a appelé avec le genre de nouvelles qui vous tordent l'estomac. Caroline, il faut qu'on se parle en personne aujourd'hui. Je l'ai rencontré dans un restaurant de Cambridge, assez loin de Beacon Hill pour que personne ne me reconnaisse. Il a glissé un dossier Manny sur la table, l'air sombre. La comptabilité forensique vient de finir. Vous allez vouloir vous asseoir pour ça. J'étais déjà assise, mais j'ai quand même agrippé le bord de la table. Au cours des 7 dernières années, commença Howard, 490 000 $ ont été systématiquement siphonnés de Pharmaceuticals. De petits transferts toujours inférieurs à 10 000 $ pour éviter de déclencher les exigences de déclaration fédérale. L'argent est allé à une société appelée Vaughn Consulting LLC. Vaughn, répétai-je. Le nom me semblait familier, mais je ne pouvais pas le situer. Howard ouvrit le dossier. Enregistré au Delaware le 15 février 2018. Propriétaire, Stephanie Vaughn, 39 ans. Ça vous dit quelque chose? Mon souffle se coupa. Stephanie, la cousine d'Olivia du côté d'Edward. Elle vit à Cambridge, travaille dans le marketing. Du moins, c'est ce que je pensais. Elle ne travaille plus dans le marketing, dit Howard platement. Vaughn Consulting n'a pas d'employés, pas de bureau, pas de clients, sauf Pharmaceuticals. C'est une société écran. Et voici le coup de grâce, sur ces 490 000 $,
425 000 $ ont été transférés directement sur des comptes liés au docteur Richard Donovan entre 2018 et 2024. Je sentis la pièce tanguer. 425 000 $ payés par tranche de 7 000 à 12 000 $, toujours juste en dessous du seuil de l'IRS, structuré pour ressembler à des honoraires de conseil légitimes. Mais Donovan n'a jamais fourni de service à votre entreprise. C'est un chirurgien, pas un consultant. Je fixais la feuille de calcul devant moi. Rangée après rangée de transactions, de dates, de montants. La première était en mars 2017, quelques semaines seulement après que Diane ait dit qu'Olivia lui avait parlé d'avoir rencontré quelqu'un qui pourrait aider. La plus récente était en août 2024, un mois avant mon opération. Il planifie ça depuis 7 ans, murmurai-je. Howard hocha la tête. Ça empire. J'ai récupéré votre police d'assurance vie en mars 2018, juste après l'enregistrement de Vaughn Consulting. Votre couverture a été augmentée de 1 million à 5 millions de $. Bénéficiaire, Olivia est 50%, Jordan est 50%. Mes mains devinrent insensibles. Je n'ai pas autorisé ça. Olivia l'a fait. En tant que directrice financière, elle a l'autorité de signature sur les polices d'entreprise. Techniquement légale, mais hautement suspect étant donné le timing. Je repensais à mars 2018. Édouard était parti depuis 2 mois. J'étais noyé dans le chagrin, à peine fonctionnel. Olivia avait repris les opérations financières quotidiennes, me disant qu'elle voulait me soulager. J'avais été reconnaissante. Je lui avais fait confiance. Alors, laissez-moi comprendre, dis-je lentement. Olivia rencontre Donovan début 2017. En février 2018, il crée une société écran avec sa cousine Stéphanie. 1 mois plus tard, il triple mon assurance vie. Puis il passe les 6 années suivantes à transférer de l'argent en mon argent sur les comptes de Donovan. C'est exactement ce qui s'est passé. Et puis ils m'ont mis sur une table d'opération. La mâchoire de Howard se serra. Caroline, ce n'est pas opportuniste. C'est prémédité. Ils construisent ça depuis des années. L'argent, l'assurance, les faux dossiers médicaux que nous avons trouvés, tout pointe vers une seule chose. Il ne termina pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. Ma fille avait passé 7 ans à se préparer pour s'assurer que je ne survive pas à ma propre chirurgie. J'ai refermé le dossier, les mains tremblantes. Que faisons-nous maintenant? Howard se pencha en avant. Nous devons savoir pourquoi l'assurance est si importante. Il y a autre chose ici. Quelque chose qui fait que 5 millions de $ valent le risque. Je vais me plonger dans les détails de la police. En attendant, agissez normalement. Ne laissez pas Olivia savoir que nous sommes sur elle. J'ai hoché la tête, mais mon esprit s'emballait déjà. 5 millions de $ partagés entre Olivia et Jordan. Sauf que Jordan ne savait rien de tout ça, ce qui signifiait qu'Olivia avait prévu de tout prendre. La voix de Howard était tendue quand il a appelé vendredi matin. Vérifiez votre email crypté maintenant. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Objet, dossiers médicaux. Urgent. La pièce jointe montrait mon rapport chirurgical du Mass Général. 12 septembre 2024. Dr Richard Donovan, médecin traitant. La patiente a subi un saignement intraopératoire excessif nécessitant des mesures hémostatiques supplémentaires. Risque d'infection post-opératoire élevé. Recommande une surveillance prolongée pour les complications, y compris la septicémie et l'hémorragie. La patiente reste à haut risque de complications indésirables. Je l'ai lu 2 fois. Howard, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je sais. Continuez à lire. Note de l'infirmière Jennifer Payne, horodatée 2 heures post-opératoire. Patiente stable. Signes vitaux normaux. Perte sanguine minimale, bien dans les paramètres attendus. Incision propre, pas de signe d'infection. Autorisation de sortie le 2e jour selon le protocole standard. 2 comptes complètement différents. L'un me décrivant comme étant à haut risque, à peine survivante. L'autre documentant une procédure de routine. Il a falsifié mes dossiers chirurgicaux, dis-je lentement. Exactement comme à Emory. Même schéma. Créer une piste papier qui fait qu'un futur événement indésirable ressemble à des complications médicales prévisibles. Howard marqua une pause. Si quelque chose vous arrivait dans les prochains mois,
ces dossiers appuieraient des complications chirurgicales, des causes naturelles. Personne ne le remettrait en question. Au risque de complications indésirables. Il y a plus. Howard a dit que votre police d'assurance avait une clause AD&D, mort accidentelle et démembrement. Si votre décès est jugé accidentel ou dû à des complications médicales résultant d'un accident, le paiement double. Double à combien? 10 millions de dollars. 10 millions partagés entre Olivia et Jordan. Sauf que Jordan ne savait pas. J'ai piraté l'email d'Olivia hier soir. J'ai trouvé un message envoyé le 2 octobre à une adresse cryptée. Nous l'avons retracé jusqu'à Donovan. Clic de clavier. Je l'envoie maintenant. Un nouveau message est apparu. L'adresse est Pharmaceuticals d'Olivia. 2 octobre, 23h47. La fenêtre se referme. Nous procédons le 20 comme discuté. Assurez-vous que l'accident de construction semble naturel. J sera traité séparément. S confirme le transfert final terminé. Nous sommes engagés maintenant. R. Richard. Gilles Jordan. S. Stéphanie. Le 20. Le 20 octobre. Dans 2 semaines. Accident de construction, murmurez-je. Et Pharmaceuticals rénove l'établissement de Cambridge. Site de construction actif sur la propriété. Howard marqua une pause. Si vous aviez un accident d'équipement qui tombe, effondrement structurel combiné à vos complications chirurgicales à haut risque, cela semblerait tragique mais explicable. Affaibli par l'opération, terrible malchance. J'avais approuvé cette rénovation 6 mois auparavant. Olivia avait été enthousiaste, disant que nous devrions visiter le site régulièrement. Elle avait planifié l'endroit où organiser ma fin. Et Jordan, traité séparément. Avec votre disparition, Jordan hérite de 50% de l'assurance et de sa part de l'entreprise. Mais si quelque chose lui arrivait aussi, accident de voiture, tout ce qui ne se connecte pas à Olivia, elle obtient tout. Contrôle total, paiement intégral. Personne pour remettre quoi que ce soit en question. Mon fils, 26 ans, désigné comme cible secondaire par sa propre sœur. Nous devons lui dire. Pas encore. Si Jordan confronte Olivia, elle accélérera ou changera le plan. La voix de Howard était ferme. La détective Walsh doit voir tout cela, dossier financier, dossier Emory, documentation falsifiée, cet email. Nous construisons d'abord un dossier en béton. Le 20 est dans 15 jours. Je rencontre Walsh dans 2 heures. Elle agira vite. Il marqua une pause. Caroline, agissez normalement. Ne laissez pas Olivia suspecter. Pouvez-vous faire ça? Pourrais-je voir ma fille sourire? Faire comme si tout allait bien. Sachant qu'elle avait planifié de s'assurer que je ne survive pas. Sachant qu'elle avait marqué son frère pour l'élimination. Oui, dis-je. Je peux faire ça. Après que Howard ait raccroché, j'ai fixé l'email. G sera traité séparément, pas blessé, pas tué, traité. Comme si Jordan était un problème à résoudre, un obstacle à éliminer, pas son frère. Le 2 octobre, la nuit où Olivia m'avait attendu dans ma cuisine à 1h du matin pour vérifier mon histoire. Elle était rentrée chez elle et avait envoyé cet email confirmant la date, confirmant la méthode, confirmant que sa mère et son frère seraient éliminés d'ici le 20 octobre. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé chercher mon téléphone. J'avais besoin d'appeler Jordan, pas pour lui dire. Pas encore, juste pour entendre sa voix. Le bureau de la détective Barbara Walsh au quartier général de la police de Boston était plus petit que ce à quoi je m'attendais. Des murs étroits, éclairés par des néons, couverts de dossiers d'affaires. Elle était plus jeune que sa voix ne le suggérait. 44 ans, yeux vifs, cheveux poivre et sel attachés en chignon serré. Lorsqu'Howard et moi nous sommes assis mardi matin, elle n'a pas perdu de temps. J'ai examiné tout ce que M. Campbell a envoyé. Elle tapota un épais dossier. Dossier financier, dossier Emory, votre documentation chirurgicale, l'email du 2 octobre. C'est convaincant, mais ce n'est pas suffisant. Mon estomac se serra. Pas suffisant. Pas pour des mandats d'arrêt. Pas encore. Elle se pencha en avant. Les preuves financières montrent un détournement de fonds. Nous pouvons inculper Stéphanie Vaughn, peut-être Olivia,
mais les dossiers Emory sont scellés et datent de 6 ans. Les dossiers médicaux pourraient être expliqués comme des erreurs administratives, et l'email est trop vague. Un avocat de la défense les déchirerait. Alors, que faisons-nous? Nous les enregistrons. Une confession explicite, une discussion claire de l'intention. Walsh sortit un bloc-notes. Le Massachusetts est un État à consentement des deux parties. Enregistrer quelqu'un sans son consentement est illégal, à moins que vous ne soyez un participant à la conversation. Je ne comprends pas. Si vous êtes présente, partie du dialogue, vous pouvez enregistrer légalement sans leur dire. Vous consentez à parler. Ils ne savent tout simplement pas que c'est documenté. Elle me regarda directement. Nous avons besoin que vous les incitiez à avouer. Howard prit la parole. La maison de Caroline est trop risquée. Le pantouse du docteur Donovan, dit Walsh. Nous contrôlons cet espace, mais nous avons besoin d'un accès. Carl Henderson, dis-je, le gérant de l'immeuble. Monsieur Campbell l'a déjà contacté. Walsh jeta un coup d'œil à Howard. Howard semblait légèrement mal à l'aise. Carl a des difficultés financières, dette. Il a été réceptif à 25 000 $ pour permettre à notre équipe technique d'accéder et de s'assurer que les images de sécurité ne fonctionnent pas aux moments opportuns. L'expression de Walsh ne changea pas. Je n'ai pas entendu cela officiellement. Elle prit une note. Nous installons l'équipement vendredi 12 octobre, lorsque Donovan est en chirurgie toute la journée. 4 caméras couvrant les zones principales. 8 microphones pour la redondance audio. Nous testons tout le 15. Et puis vous prenez contact. Invitez Olivia à se rencontrer à affaires de l'entreprise, questions personnelles, ce qui fonctionne. Elle amènera probablement Donovan. Nous avons besoin des deux dans cet appartement, parlant librement. Les yeux de Walsh étaient fermes. Vous guiderez la conversation. Faites-les discuter du 20 octobre, du site de construction, de l'assurance, de votre fils. Plus c'est précis, plus notre dossier sera solide. L'idée de feindre l'ignorance pendant que j'enregistrais le plan de ma fille fit trembler mes mains. Je l'ai pressé contre mes cuisses. Combien de temps? 20 minutes minimum. Plus longtemps si possible. Walsh marqua une pause. Madame, je dois être direct. C'est dangereux. S'ils suspectent, vous savez, ils pourraient paniquer. Accélérer leur calendrier ou pire. Je comprends. Vraiment? Elle se pencha en arrière. Vous serez seul dans une pièce avec 2 personnes qui ont passé des années à planifier pour s'assurer que vous ne surviviez pas. Nous aurons une surveillance en arrière-plan dans le bâtiment, mais pendant ces minutes, vous êtes seul. Vous devrez rester calme, les mettre à l'aise, et extraire une confession de votre fille pendant qu'elle décrit comment elle compte bénéficier de votre absence. Les lumières fluorescentes bourdonnèrent. L'alternative est que nous agissons avec ce que nous avons, continua Walsh. Arrêtez Stéphanie pour détournement de fonds. Peut-être Olivia, mais Donovan s'en sort. Et quoi qu'il prévoit pour le 20 octobre, ça arrivera. Ou ils le repousseront et essaieront à nouveau quand nous ne serons pas en train de surveiller. J'ai pensé à la voix de Jordan hier soir. Joyeuse, inconsciente. J'ai pensé à l'email d'Olivia, j'y sera traité séparément. Quand faisons-nous cela? Le 20 octobre est dans 5 jours. Nous testons l'équipement le 15. Cela vous donne 4 jours pour organiser la réunion. Walsh m'observa. Caroline, vous devrez les inciter à avouer. Pouvez-vous faire cela? Pourrais-je? Pourrais-je faire semblant d'être la mère naïve qu'elle trompait depuis 7 ans? Pourrais-je poser les bonnes questions? Restez calme pendant qu'ils discutaient d'éliminer Jordan. J'ai croisé le regard de Walsh. Oui, dis-je. Je peux faire cela. Si vous êtes toujours là, commentez, je suis toujours là, pour que je sache que vous êtes avec moi. Et dites-moi, si c'était vous, entreriez-vous dans cette pièce pour les affronter immédiatement ou resteriez-vous calme et les laisseriez-vous s'exposer? La suite change tout. Avant de continuer, veuillez noter que la section à venir contient des éléments dramatisés à des fins narratives. Si ce type de contenu ne vous convient pas, vous êtes libre de vous arrêter ici. J'ai passé l'appel à 6 heures, assise dans mon bureau, le téléphone dans une main et le script dans l'autre. Ma chérie, il faut que je te parle. On peut se voir ce soir? La voix d'Olivia était prudente.
Ce soir, maman? Je suis chez une amie. Je ne serai pas rentré avant 21h. Chez une amie. Le mensonge venait facilement. C'est important. À propos de l'entreprise. À propos de l'héritage de ton père. J'ai gardé ma voix douce. S'il te plaît, ma chérie. J'ai besoin de ma fille. Une pause. D'accord. Où ça? Je suis près de Downtown Crossing. En fait, je suis juste à côté de la Millennium Tower. Tu pourrais me retrouver dans le hall? Juste 20 minutes. Une autre pause. Calculatrice. Je serai là pour 19h, dit-elle. J'ai raccroché et j'ai marché jusqu'à la fourgonnette de surveillance garée 3 pâtés de maison plus loin, les mains tremblantes. À l'intérieur, Howard était assis devant des moniteurs affichant 4 angles du Penthouse de Donovan. La détective Walsh se tenait derrière lui, radio à la main. 2 agents occupaient l'arrière. Elle arrive, dis-je. Walsh hocha la tête. Nous sommes prêts. Je me suis assise à côté de Howard, fixant l'appartement vide à l'écran. À 19h05, Olivia est apparue sur le flux du Penthouse. Elle a utilisé une clé où elle avait sa propre clé et est entrée. Donovan était déjà là, versant du vin. Il lui tendit un verre. Ta mère a appelé. Sa voix était claire. Elle veut te voir. Dis que c'est à propos de l'entreprise. L'héritage de papa. Olivia sirota son vin. Elle semblait contrariée. Où pense-t-elle que tu es? Chez une amie. Je lui ai dit que je la rejoindrais dans le hall. Elle sourit. Je ne pense pas qu'elle se doute de quoi que ce soit. Maman me fait confiance. Elle l'a toujours fait. Ces mots me frappèrent comme un coup. Donovan posa son verre. Nous sommes à 8 jours. Le 20 octobre. Tout est en place sur le chantier. L'échafaudage sur le mur sud a été ajusté. Quand elle fera sa visite, ça ressemblera à une défaillance de l'équipement. Accident tragique. Olivia s'assit sur le canapé et, avec ses complications médicales, personne ne remettra ça en question. Trop tôt après l'opération. L'assurance, 10 millions partagés avec Jordan initialement, mais une fois qu'il sera traité, elle fit un geste de la main. Accident de voiture, frein défectueux. 6 mois après maman, assez éloigné pour que personne ne fasse le lien. Walsh se raidit à côté de moi. Donovan fit une pause. Ton frère ne se doute de rien. Jordan pense que je protège l'entreprise familiale. Il n'a aucune idée que la moitié des fonds de l'entreprise sont transférés à Vaughn Consulting depuis des années. Au moment où quelqu'un fera un audit, Stéphanie aura tout transféré à l'étranger et les dossiers médicaux de ta mère. Parfait. Tu t'en es assuré. Patiente à haut risque, chirurgie compliquée, issue prévisible. Elle le regarda. Richard, nous planifions ça depuis 7 ans. Il est temps. Donovan s'assit à côté d'elle. Après mardi, tu contrôles les pharmaceuticals entièrement. 38 millions d'actifs plus le paiement. Nous serons riches, dit Olivia. Elle se pencha sur son épaule. Et personne ne le saura jamais. Maman sera une autre triste statistique. Sa propre fille dévastée. Son pauvre fils dans un tragique accident des mois plus tard. Walsh parla dans sa radio, toutes les unités, avancez maintenant. La porte du Penthouse s'ouvrit à l'écran. 4 agents de police inondèrent la pièce, armes au poing. Police de Boston. Main en l'air. Donovan sursauta. Olivia se leva lentement, verre de vin toujours à la main, plus agacée qu'effrayée. Walsh leur lut leur droit par les haut-parleurs alors qu'ils étaient menottés. J'ai regardé Olivia être emmenée vers la porte. Elle se retourna une fois, regarda directement la caméra, celle qu'elle n'avait pas su être là. Pas de choc, pas de peur, pas de remords, juste un calcul froid, se demandant où elle s'était trompée. Puis elle disparut. Les agents l'emmenèrent. Walsh se tourna vers moi. Madame, nous avons tout ce qu'il nous faut. Confession complète de complot en vue de commettre une fraude et de plan qui aurait entraîné des blessures graves. C'est fini. Mais ce n'était pas fini, parce que je venais de regarder ma fille décrire mon élimination planifiée comme si elle commandait des fournitures de bureau et elle n'avait pas l'air désolée du tout. Jordan ne prenait pas mes appels.
Le lendemain des arrestations, j'ai essayé de le joindre, j'ai appelé son portable, son appartement, lui ai laissé des messages vocaux expliquant tout, les preuves, la confession, le danger qu'il avait couru. Il n'a pas répondu. Le 22 octobre, Connor Bishop a appelé à la place. Madame, Jordan m'a demandé de vous dire qu'il a besoin d'espace. Il ne croit pas. La voix de Connor était mal à l'aise. Il pense que vous mentez à propos d'Olivia. Il a dit que sa sœur ne ferait jamais ça. Connor, il y a des preuves vidéo, une confession complète. Je sais, madame, lui ai-je dit, mais il n'est pas prêt à l'entendre. Il a raccroché. Les semaines qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Je suis allé au travail, j'ai assisté à des réunions, j'ai signé des documents. Tout le monde chez Pharmaceuticals était au courant des arrestations. La directrice financière inculpée de détournement de fonds et de complot. Les chuchotements me suivaient dans tous les couloirs. Je me fichais des chuchotements. Je me souciais du fait que mon fils ne me parlait pas. Octobre est devenu novembre. Les feuilles de bacon ils sont devenues brunes et sont tombées. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau, mon téléphone toujours à portée de main, attendant que Jordan appelle. Il n'a jamais appelé. J'ai essayé d'envoyer des textos. Chérie, s'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer. Pas de réponse. Je t'aime. Je ne mentirai jamais sur quelque chose comme ça. Rien. Elle avait aussi un plan pour toi. Tu étais en danger. Les accusés ont montré qu'il avait vu tous les messages. Il n'a pas répondu. Le 15 novembre, je suis allé à son appartement à Cambridge. Sa voiture était sur le parking, les lumières allumées dans sa fenêtre. Je suis resté dans le froid pendant 20 minutes, regardant en haut. Finalement, j'ai appelé. À travers la fenêtre, je l'ai vu regarder son téléphone, je l'ai vu le mettre en silencieux, et se détourner. Je suis rentré seul. Thanksgiving est arrivé. Le 28 novembre. La maison me semblait énorme et vide. J'ai mis la table par habitude. 2 couverts, même si je savais que Jordan ne viendrait pas. Dinde pour 2. Sauce au canneberge, farce, tous les plats traditionnels. À 15 heures, je l'ai appelé. Messagerie vocale. À 16 heures, j'ai réessayé. Pas de réponse. Au coucher du soleil, je l'avais appelé 14 fois. 14 tentatives pour joindre mon fils un jour où nous avions passé tous les ans ensemble depuis sa naissance. Je me suis assise à cette table seule, fixant la chaise vide en face de moi, et j'ai finalement laissé mes larmes couler. Pas pour Olivia. Elle avait fait ses choix. Mais pour Jordan, pour mon fils, qui pensait que j'avais trahi sa sœur, qui ne pouvait pas voir que j'avais essayé de lui sauver la vie. Plus tard cette nuit-là, j'ai relancé l'enregistrement du 20 octobre. Je l'ai regardé à nouveau, même si j'avais mémorisé chaque mot. La voix d'Olivia, désinvolte et froide, une fois qu'il sera traité d'accident de voiture, frein défectueux, 6 mois après maman. Mon fils, son frère, réduit à un problème à traiter. J'ai mis en pause sur le visage d'Olivia, cherchant quelque chose, du regret, de l'hésitation, de l'humanité. Je n'ai rien trouvé, et pourtant Jordan la défendait toujours. Décembre est arrivé avec la neige et les décorations de Noël que je n'ai pas installées. La fête de Noël de l'entreprise est passée. Je suis resté à la maison. Le 8 décembre, un lundi matin, mon téléphone a sonné. Connor Bishop. Madame est. Sa voix était différente. Grave. Jordan a trouvé quelque chose. Un vieil ordinateur portable. Celui d'Olivia d'il y a des années. Il fouille ses fichiers. Mon cœur s'est arrêté. Qu'a-t-il trouvé? Des messages. Des plans remontant à 2017. Tout ce que vous avez dit, tout est là, dans ses propres mots. Connor marqua une pause. Il veut vous parler. Il a demandé si vous pouviez le rencontrer aujourd'hui. J'ai serré le téléphone, les larmes déjà au bord des yeux. Où? Chez vous. Il sera là à 14 heures. Dites-lui. Ma voix se brisa. Dites-lui que je l'attendrai. Après que Connor ait raccroché, je suis resté assise, fixant le vide, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 8 semaines, l'espoir. Connor a rappelé 1 heure plus tard.
Jordan nettoyait son placard de rangement le week-end dernier. Il a trouvé un vieil ordinateur portable d'Olivia de l'université. Elle l'avait laissé il y a des années. Il l'a chargé pour effacer le disque dur. La voix de Connor était tendue. « Madame, il y a des messages. Des centaines remontant à 2017. Quel genre de messages? Entre Olivia et quelqu'un avec l'email Dr. R. Donovan. Ils n'ont pas caché la planification. Tout est là. Après que Connor ait raccroché, j'ai attendu. Jordan est arrivé à 14 heures, l'air de ne pas avoir dormi. Yeux rouges, visage pâle, sac d'ordinateur portable en bandoulière. Maman, sa voix se brisa. Je l'ai conduit à la table de la cuisine. Il a posé l'ordinateur portable entre nous. J'ai besoin que tu vois ça, dit-il doucement. Il a ouvert un client de messagerie affichant des centaines de messages. Jordan a cliqué sur le plus ancien. 14 février 2017. De Olivia H. 194 à Dr. R. Donovan. Je t'ai rencontré au pire moment ou peut-être au meilleur. Tu comprends ce que ça fait quand quelqu'un te prend tout. L'entreprise de mon père aurait dû être la mienne. Tu as dit que tu pouvais aider. Que nous pouvions nous aider mutuellement. Je te fais confiance. Tu l'as et autant que moi. Février 2017. 7 mois avant la crise cardiaque d'Edouard. Elle planifiait avant la mort de son père. Jordan a fait défiler des mois, des années, des fragments. Juin 2018. L'entreprise est vulnérable maintenant. Elle est en deuil. C'est notre fenêtre. Mars 2019. Vaughn Consulting est enregistré. Stéphanie comprend son rôle. Août 2023. La main de Jordan trembla. Jordan est faible. Il ne dirigera jamais l'entreprise. Nous nous occuperons de lui après. Accident de voiture. Peut-être quelque chose de aléatoire. La mâchoire de Jordan se serra. Elle a écrit ça sur moi. Chérie, il y a plus. Il a trouvé septembre 2024. 10 septembre 2024. Encore 2 jours, puis nous serons libres. Tu es sûr de l'opération? Réponse, tout est préparé. Les rapports de pathologie sont déjà ajustés. Si elle survit à la procédure initiale, nous avons des mois pour organiser l'accident de construction. 2 jours avant mon opération, Jordan a refermé l'ordinateur portable. Je suis désolé, maman. J'aurais dû te croire. Sa voix se brisa. Je n'arrêtais pas de penser qu'il devait y avoir une explication. Que tu avais mal compris. C'est bon. Ce n'est pas bon. Il leva les yeux, humides. Elle planifiait de t'éliminer. De m'éliminer, comme si nous étions des problèmes, pas des personnes, pas de la famille. J'ai pris sa main. Je sais. J'ai besoin de la voir, dit-il. J'ai besoin de l'entendre le dire. Le 12 décembre, nous sommes allés ensemble à la maison de correction du comté de Suffolk. La salle de visite était froide, institutionnelle. Mur gris, table en métal, chaise en plastique. Olivia a été amenée, vêtue d'orange, menottée. Elle s'est assise en face de nous, l'expression illisible. Jordan se pencha en avant. J'ai trouvé ton ordinateur portable, celui de l'université. Tu l'avais laissé dans mon placard de rangement. Quelque chose a vacillé dans les yeux d'Olivia. De l'agacement. J'ai tout lu. Jordan a continué. Chaque message, chaque plan, s'étant, il marqua une pause. Pourquoi, Olivia? Pourquoi voulais-tu que maman et moi disparaissions? Olivia était silencieuse. Puis elle haussa les épaules. Parce que vous étiez sur mon chemin, tous les deux. Aucune justification, aucun mensonge. L'entreprise de papa était censée être la mienne. Maman la contrôlait. Tu aurais hérité de la moitié. Je ne pouvais pas construire ce que je voulais avec vous deux qui preniez de la place. Elle se pencha en arrière, décontractée. C'était des affaires, Jordan. Rien de personnel. Rien de personnel. La voix de Jordan monta. Nous sommes ta famille. Vous êtes des obstacles. Les yeux d'Olivia étaient plats. C'est tout ce que vous avez toujours été. Nous sommes partis après ça.
Dans la voiture, Jordan était silencieux jusqu'à ce que nous nous garions dans mon allée. Puis son visage se froissa. « Je suis désolé, maman. Je suis tellement désolé. » Je l'ai pris dans mes bras et il a craqué, sanglotant contre mon épaule comme il ne l'avait pas fait depuis le jour où nous avions enterré Édouard il y a 6 ans. « C'est bon, » ai-je chuchoté. « Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. » Il a pleuré longtemps, et je l'ai serré dans mes bras, mon fils, la seule famille qui me restait. Enfin à la maison. Jordan est revenu à la maison le 15 décembre. Il n'a pas apporté grand-chose, une valise, son ordinateur portable, une photo d'Édouard. J'avais préparé son ancienne chambre, mais il a hésité au seuil de la porte. « C'est étrange, dit-il, d'être de retour. Je sais, mais je suis content que tu sois là. » Cette première semaine a été prudente, hésitante. Nous nous déplacions l'un autour de l'autre comme des danseurs, apprenant de nouveaux pas. Jordan préparait le café le matin. Je cuisinais des dîners pour lesquels aucun de nous n'avait d'appétit. Mais lentement, nous avons commencé à guérir. En janvier, nous avions trouvé un rythme. Petit déjeuner ensemble avant le travail. Jordan partageait ses projets. Je parlais de la restructuration de ePharmaceuticals, du nouveau directeur financier qui reconstruisait la confiance. En février, nous sommes allés ensemble sur la tombe d'Édouard. Première fois depuis des années. Jordan a déposé des fleurs. Nous sommes restés dans la neige, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. En mars, Jordan souriait à nouveau. « Je pense à l'école doctorale, dit-il un soir. Harvard Law a un programme en gouvernance d'entreprise. Je pourrais postuler pour l'automne. Ton père serait fier. » Il m'a regardé, vraiment regardé, et j'ai vu ça, la confiance qui se reconstruisait lentement. Le procès a commencé le 15 juin au tribunal supérieur de Suffolk. Je l'avais redouté pendant des mois, mais Jordan est venu avec moi tous les jours. La procureure Julia Brennan était brillante, méthodique, implacable. Dans sa déclaration d'ouverture, elle a exposé 7 ans de complot avec une précision chirurgicale. Les accusés n'ont pas agi sur un coup de tête, a déclaré Brennan au jury. Ils ont planifié. Ils ont bâti une infrastructure financière, falsifié des dossiers médicaux, cartographié non pas une, mais 2 éliminations. C'était systématique, calculé. Un plan d'affaires dont le coût était des vies humaines. Les preuves ont pris 3 jours. 8 heures d'images de surveillance du 20 octobre. La voix d'Olivia, maman me fait confiance. Elle l'a toujours fait. Donovan décrivant l'échafaudage de construction. L'accident de voiture planifié de Jordan. Chaque mot documenté. Indéniable. Les dossiers financiers sont venus ensuite. Howard a témoigné de 490 000 $ volés sur 7 ans, de 2017 à 2024. La société écran du Delaware, 425 000 $ transférés sur les comptes de Donovan. Diane Fletcher a décrit son mariage avec Donovan. Les rapports falsifiés à Emory, le règlement de Margaret Harrison, les années de représailles. Stephanie Vaughn a témoigné dans le cadre de son accord de plaidoyer. Elle a expliqué comment Olivia l'avait approchée en 2017, comment elle avait enregistré Vaughn Consulting et blanchi de l'argent pendant des années. Je savais que c'était mal, a dit Stephanie, sans croiser le regard de personne. Mais Olivia était de la famille. Le docteur Sarah Ulbrook a témoigné des preuves médico-légales reliant Donovan à des dossiers falsifiés. L'infirmière Jennifer a expliqué les divergences entre les notes de Donovan et ses observations. Chaque témoin a brossé le même tableau, des années de planification, de calcul froid. 2 personnes prêtes à éliminer quiconque se mettrait en travers de leur chemin. Le 23 juin, après 6 heures de délibération, le jury a rendu un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. La juge Patricia Whitmore n'a pas perdu de temps. Docteur Richard Donovan, vous avez violé chaque serment que vous avez prêté en tant que médecin. Vous avez falsifié des dossiers médicaux. Vous avez planifié de graves préjudices contre un patient qui vous faisait confiance. Ce tribunal vous condamne à 25 ans de prison d'État. Le visage de Donovan n'a pas changé. Stephanie Vaughn, vous avez facilité la fraude et le complot. Cependant, votre coopération a été notée. Ce tribunal vous condamne à 8 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 5 ans. Stephanie hocha la tête, soulagée. Whitmore se tourna vers Olivia.
Olivia, vous avez volé de l'argent à l'entreprise de votre famille pendant 7 ans. Vous avez comploté pour causer de graves préjudices à votre mère et à votre frère. Vous n'avez montré aucun remords, aucune hésitation, aucune humanité. Elle marqua une pause. Ce tribunal vous condamne à 18 ans de prison d'État. Puis elle se pencha en avant, sa voix froide et délibérée. De plus, en vertu des lois générales du Massachusetts, chapitre 2, 165, section 46, la règle du Slay Rule, vous êtes disqualifié d'hériter de toute propriété, produit d'assurance ou actif de Carolinay. Votre désignation de bénéficiaire à 50% sur la police d'assurance vie de 5 millions de dollars est nulle. Toutes les actions de Pharmaceuticals détenues en fiducie pour vous sont confisquées au profit de votre frère Jordan. Elle jeta un coup d'œil à la table du procureur. Ce tribunal ordonne également la confiscation des actifs de 425 000 dollars transférés illégalement au Dr Donovan. Ces fonds seront restitués à Pharmaceuticals. 18 ans. Olivia aurait 48 ans à sa sortie et n'hériterait de rien. Alors que les huissiers s'apprêtaient à les emmener, Olivia se tourna. Ses yeux rencontrèrent les miens à travers la salle d'audience, sans colère, sans défi, juste vide, comme si elle avait tout calculé sauf la seule variable qui importait, et qu'il ne restait plus rien en elle. Puis elle disparut, et je ne l'ai plus jamais revue. Jordan me prit la main alors que nous nous levions. « C'est fini, dit-il. »« Oui, murmurai-je. »« C'est fini. » Le lendemain du prononcé de la sentence, Jordan a obtenu son diplôme de la Harvard Law School. J'étais assise dans la cour de Harvard, regardant mon fils marcher sur cette estrade en toge et en mortier, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une joie pure, simple. Édouard aurait dû être là, mais j'étais là, et c'était suffisant. Une semaine plus tard, j'ai convoqué une réunion du conseil d'administration chez Pharmaceuticals. Je démissionne de mon poste de PDG, leur ai-je dit. Avec effet immédiat, l'entreprise a besoin d'un nouveau leadership, quelqu'un sans le fardeau de cette dernière année. J'ai regardé autour de la table. Je nomme Jordan comme PDG. Il commence le 1er août. Il y a eu des objections. Jordan n'avait que 26 ans, venait juste d'être diplômé. Pas d'expérience en tant que cadre. C'est le fils d'Édouard, dis-je doucement. C'est mon fils, et il a gagné cela par son intégrité, sa loyauté et le fait d'avoir survécu à quelque chose qui aurait brisé la plupart des gens. Le conseil a voté. Jordan est devenu PDG. Et Pharmaceuticals valait 40 millions de dollars. Maintenant, après tout, Jordan hériterait d'une entreprise bâtie sur des bases solides, pas sur des secrets. Un an plus tard, en juin 2026, Jordan et moi nous tenions dans une salle de conférence surplombant le port de Boston. La bannière derrière nous disait « La Fondation Margaret Harrison, soutenant les survivants de fraude médicale et la recherche sur le cancer de l'ovaire ». Margaret Harrison, la femme dont la tragédie avait révélé le schéma de destruction de Richard Donovan. Nous ne pouvions pas la ramener, mais nous pouvions honorer sa mémoire. La fondation est dotée de 5 millions de dollars, a dit Jordan aux journalistes réunis. De l'argent provenant d'une police d'assurance vie qui était censée être réclamée par la tromperie. Au lieu de cela, elle aidera les victimes de fraude médicale et financera la recherche sur le cancer de l'ovaire. Elle veillera à ce que personne d'autre ne souffre comme Margaret Harrison. Je me tenais à côté de lui, sentant la présence d'Édouard si fortement que cela m'a coupé le souffle. Après la conférence de presse, Jordan nous a conduits au cimetière de Mount Auburn. Nous nous sommes tenus devant la pierre tombale d'Édouard, un simple granit, son nom est « Bien-aimé » en dessous. Nous l'avons fait, Édouard, dis-je doucement. Jordan et moi avons survécu. Nous sommes toujours debout. La main de Jordan a trouvé la mienne. L'entreprise est à lui maintenant. Il la dirigera comme tu l'aurais voulu, avec intégrité, avec un but. J'ai marqué une pause. Et nous avons construit quelque chose de bon à partir de la douleur. Une fondation qui aidera les gens, sauvera des vies. La brise de juin soufflait à travers les arbres. Les oiseaux chantaient. J'ai appris quelque chose à travers tout ça, dis-je maintenant davantage à Jordan. Certains liens se brisent quand ils sont mis à l'épreuve. Le lien d'Olivia avec nous n'a jamais été réel. Il était bâti sur le ressentiment et la cupidité. Quand nous l'avons mis à l'épreuve, il s'est brisé. J'ai serré la main de Jordan, mais d'autres liens se renforcent. Le nôtre l'a fait.
Nous avons traversé l'enfer ensemble et nous en sommes sortis de l'autre côté. Plus proche, plus honnête, plus réel. Jordan a posé sa tête sur mon épaule. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Nous sommes restés là longtemps, tous les deux, devant la tombe de l'homme qui avait fondé Pharmaceuticals. L'homme qui n'aurait jamais su que sa fille essaierait de détruire tout ce qu'il avait bâti. Qui n'aurait jamais su que son fils le sauverait. Finalement, au coucher du soleil, nous sommes retournés à la voiture. Tu sais ce que papa disait, demanda Jordan alors que nous rentrions à la maison. Quand je faisais confiance à quelqu'un qui me laissait tomber, je souris, sachant déjà. Faire confiance mais vérifier. Faire confiance mais vérifier, répéta Jordan. Reagan l'a dit le premier, mais papa en a fait sa devise. Vérifier les chiffres. Ne pas présumer de bonnes intentions. Ne pas prendre la loyauté pour acquise. C'est un bon conseil. C'est le conseil qui t'a sauvé la vie. Jordan a dit, tu as fait confiance à Olivia. Mais quand les choses n'allaient pas, tu as vérifié. Tu as enquêté. Il avait raison. Faire confiance mais vérifier. C'est la leçon que j'ai apprise à la dure. La leçon qui m'a coûté une fille, mais qui a sauvé mon fils et moi-même. C'est la leçon que je porterai pour le reste de ma vie. Pas du cynisme, pas de la paranoïa, juste de la sagesse, juste de la prudence. Juste la compréhension que l'amour et la loyauté doivent être gagnés, doivent être prouvés, doivent être réels, et que parfois les personnes les plus proches de vous sont celles que vous devez surveiller le plus attentivement. Je n'oublierai jamais que personne d'entre nous ne devrait l'oublier. En repensant à tout ce qui s'est passé, j'ai parfois encore du mal à croire que ma propre fille ait essayé de me tuer. Quand les gens entendent des histoires de drame familial comme la mienne, ils demandent souvent, comment n'avez-vous pas vu venir? La vérité est que je ne voulais pas le voir. J'aimais tellement Olivia que j'ai ignoré tous les signes avant-coureurs, les réunions secrètes, les retraits d'argent inexpliqués, les mensonges sur les voyages d'affaires. Je me suis dit qu'elle était juste stressée, qu'elle traversait une mauvaise passe. J'avais tort. Si vous lisez ceci et que quelque chose au fond de vous vous dit qu'un être cher vous cache quelque chose, s'il vous plaît, ne faites pas ce que j'ai fait. N'attendez pas d'être allongé sur une table d'opération, à moitié consciente, en train d'entendre un complot contre votre propre vie. Faites confiance à votre instinct. Vérifiez les dossiers financiers. Posez les questions difficiles. Vérifiez ce que les gens vous disent, surtout quand il s'agit de votre famille. Faire confiance, mais vérifier, ce n'est pas seulement un slogan de la guerre froide. C'est un principe de survie que j'ai appris de la manière la plus difficile qui soit. Je pensais que les histoires de ma grand-mère sur la trahison familiale étaient des exagérations, de vieilles légendes destinées à nous effrayer pour nous inciter à la prudence. Ma propre grand-mère m'a dit un jour, « Caroline, le sang ne signifie pas toujours la loyauté. » J'ai hoché la tête poliment, mais je ne l'ai pas vraiment cru. Maintenant, je la crois. Olivia partageait mon ADN, mon nom de famille, ma maison. Et pourtant, elle ne me voyait que comme un obstacle à la richesse et au pouvoir. Cette prise de conscience a brisé quelque chose en moi qu'aucune somme d'argent ou aucune justice ne pourrait jamais réparer complètement. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Même dans les histoires de drame familial les plus sombres, il peut y avoir une rédemption. Pas pour tout le monde où Olivia a fait son choix et elle en paie le prix. Mais pour ceux qui restent, Jordan et moi avons reconstruit notre relation à partir des ruines. Nous avons choisi le pardon plutôt que l'amertume, la guérison plutôt que la vengeance. Certains liens se brisent sous la pression, d'autres se renforcent. Nous avons choisi cette dernière option, et ce choix nous a sauvés tous les deux. J'ai aussi appris que Dieu ne nous donne pas des épreuves pour nous détruire. Il nous les donne pour nous enseigner. Je ne suis pas une femme particulièrement religieuse. Mais allongé dans ce lit d'hôpital, réalisant que mon propre enfant voulait ma mort, j'ai prié plus fort que jamais de ma vie. Et d'une certaine manière, on m'a donné la clarté d'agir, le courage d'enquêter et la force de mener à bien. La foi ne m'a pas rendue passive. Elle m'a rendue vigilante. Les leçons que je retiens maintenant sont simples mais profondes. Premièrement, l'amour n'exige pas la cécité. Vous pouvez aimer profondément quelqu'un et pourtant le tenir responsable. Deuxièmement, protéger les vulnérables. Margaret Harrison a perdu la vie parce que personne n'a remis en question l'autorité d'un médecin. Nous avons créé sa fondation pour que sa souffrance ait un sens. Troisièmement,
la vraie famille vous soutient dans l'adversité. Jordan a prouvé que la parenté n'a aucune importance s'il n'y a pas de loyauté, pas d'amour, pas de confiance. Je sais que beaucoup d'entre vous ont leurs propres histoires de grand-mère, des récits transmis sur des parents qui ont volé des héritages, des conjoints qui ont trahi leurs vœux, des enfants qui ont tourné le dos. Peut-être les avez-vous entendus lors des dîners de Thanksgiving ou lors de soirées tranquilles sur le porche. Ces histoires de grand-mère ne sont pas seulement du folklore. Ce sont des avertissements enveloppés d'amour. Certains d'entre vous vivent leur propre drame familial en ce moment. Si c'est votre cas, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas impuissant. Documentez tout. Cherchez de l'aide auprès de personnes de confiance. Et surtout, ne sacrifiez jamais votre sécurité au nom du maintien de la paix. Jordan et moi continuons à guérir. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais nous sommes là. Nous sommes vivants. Et nous construisons quelque chose de mieux. La fondation Margaret Harrison prospère. Et Pharmaceuticals est plus forte que jamais, et mon fils est devenu le genre de leader que j'avais toujours espéré qu'il serait. C'est ce qui compte. Faire confiance, mais vérifier, toujours.